Salam alaikum. Chers amis, chers collègues, je me présente, je suis le docteur Amixia, professeur agrégé en chirurgie pédiatrique. Je vais avoir l'extrême honneur et l'extrême plaisir de vous faire ce cours concernant les hernies diaphragmatiques congénitales. Ce cours est destiné aux externes de médecine des CEM3. Les hernies diaphragmatiques congénitales se définissent par le passage des viscères abdominaux dans la cavité thoracique à travers un défect congénital du diaphragme. Dans ce cours, on va s'intéresser essentiellement aux hernies congénitales de la coupole diaphragmatique postéro-latéraux ou appelées encore hernies congénitales de la coupole diaphragmatique de Bosch-Dallek. C'est-à-dire que ce cours ne va pas traiter les hernies hiatales ni les hernies rétrosterno-xiphoïdiennes qui vont être traitées au niveau du chapitre de diagnostic différentiel. Comme toute pathologie au niveau de la chirurgie pédiatrique, l'embryologie est très importante pour comprendre la pathogénie de la pathologie. On va essayer de traiter au niveau de l'embryogenèse deux notions qui sont très importantes. Premièrement, l'embryologie de la formation du diaphragme et deuxièmement, la formation et la réintégration de l'anse intestinal primitif. Commençons par la première notion capitale qui est celle de la formation du diaphragme. Il faut savoir que chez l'embryon, on va avoir initialement une seule cavité, qui est dite la cavité célomique. Et cette cavité va se subdiviser après en cavité thoracique et en cavité abdominale. Et ceci par la formation du diaphragme. En fait, cette formation du diaphragme va commencer à la 4e semaine d'aménorrhée. Et seuls vont subsister deux canaux qui s'appellent les canaux pleuro-péritoniaux ou encore appelés les foramen de Bosch-Dallek. À partir de la 6e semaine d'aménorrhée, on aura ce qu'on appelle l'adossement pleuro-péritonial, c'est-à-dire la formation de la plèvre du côté thoracique et la formation du péritoine du côté abdominal. Et à partir de la 8e semaine, on aura la colonisation myoblastique et ainsi la formation complète du diaphragme. La deuxième notion embryologique qui est importante pour comprendre la pathogénie de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique, c'est l'anse intestinale primitive. En fait, cette anse intestinale primitive va se former au niveau du liquide amniotique. Et en même temps, on aura une réintégration progressive de cette anse intestinale primitive avec sa rotation et son accolement qui vont commencer à la 9e semaine d'aménorrhée. Maintenant, sur le plan pathogénique, la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique résulte d'une anomalie de fermeture du canal pleuro-péritonial. Et tout dépendra du moment de cet incident qu'on va avoir des formes anatomopathologiques qui vont être différentes. Donc, je vous demande de vous rappeler déjà les notions d'embryologie qu'on vient déjà de traiter. En fait, si l'incident va survenir avant la 6e semaine d'aménorrhée, on aura ce qu'on appelle une hernie sans sac. C'est logique parce que l'adossement pleuro-péritonéal n'a pas déjà commencé. De même, si l'incident va survenir entre la 6e et la 8e semaine, là, on aura une hernie sans sac, avec sac, parce que là, l'adossement pleuro-péritonéal a déjà commencé. Et puis, si l'incident va survenir après la 8e semaine, là, on aura une éventration parce que là, il y a la colonisation myoblastique qui a commencé. De même, la pathogénie de la hernie congénitale diaphragmatique a été sujette de plusieurs hypothèses. Mais l'une des hypothèses les plus plausibles et qu'on a déjà vue dans le chapitre de l'embryologie, c'est cette réintégration de l'anse intestinale primitive. En fait, il est admis qu'une réintégration précoce de l'anse intestinale primitive va entraîner un entravement à l'adossement pleuro-péritonéal et à la colonisation myoblastique. En fait, c'est simple. Vous savez tous qu'il y a une différence de pression entre l'abdomen et le thorax. La pression au niveau de l'abdomen étant supérieure à la pression thoracique. Donc du coup, s'il va y avoir une réintégration précoce de cette anse intestinale primitive, on aura un passage de l'anse intestinale primitive au niveau de la cavité thoracique et ainsi un entravement ou un obstacle
à l'adossement pleuropéritonéal et à la colonisation myoblastique, bref, à la fermeture de ces canaux pleuropéritonéaux et d'où la formation de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique. Maintenant, qu'en est-il de l'anatomopathologie de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique? Il faut savoir que 90% des hernies congénitales de la coupole diaphragmatique s'observent à gauche. Et ceci est un petit peu logique, parce qu'à droite, il y a le couvercle hépatique, il y a le foie, qui constitue déjà un moyen de protection. Donc du coup, on a plus de hernies congénitales de la coupole diaphragmatique du côté gauche. Le défect au niveau de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique gauche peut aller de 1 cm jusqu'à toute la coupole diaphragmatique. Et en plus, on a vu ça, il y a souvent des anomalies au niveau de l'accolement, de la rotation de l'anse intestinale primitive. Et ces anomalies peuvent être parfois pathologiques et être le lit du volvulus du grêle qu'on va voir dans un autre cours. Sur le plan physiopathologique, il faut savoir que les conséquences de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique déjà commencent en anténatal. En fait, la compression qui va être engendrée par ces anses intestinales vont entraver le développement du poumon homolatéral, mais aussi contralatéral. Et ceci va être à l'origine d'une dysplasie pulmonaire. Cette dysplasie pulmonaire va se traduire par un arbre bronchique qui est peu développé, avec des résistances qui vont être augmentées, un nombre d'alvéoles qui est diminué, un lit vasculaire qui est insuffisant avec des résistances qui vont être augmentées au niveau de ce lit vasculaire, ce qui est à l'origine d'une hypertension artérielle pulmonaire. Toujours dans la physiopathologie, maintenant, qu'en est-il du postnatal ou de la période postnatale? Dans la période postnatale, le mot d'ordre, c'est l'hypoxie. Cette hypoxie est due à 3 facteurs. Premièrement, la dysplasie et la compression pulmonaire vont être à l'origine d'une ventilation et d'une perfusion pulmonaire qui sont altérées. L'hypertension artérielle pulmonaire va être à l'origine de la persistance du shunt droit-gauche. Comme vous savez, il y a une circulation fœtale dans lesquelles il y a certains foramen ou canaux qui vont être perméables, comme le foramen ovale ou le canal artériel. Si on va avoir en postnatal cette hypertension artérielle pulmonaire, cette circulation fœtale va être maintenue et on va avoir un shunt droite-gauche et on va avoir une perméabilité du foramen ovale et du canal artériel et qui vont donc engendrer l'hypoxie. Troisième phénomène, c'est la compression des éléments nobles, la compression du cœur et des gros vaisseaux qui vont altérer encore l'état hémodynamique du nouveau-né ou du nourrisson. Et donc là, vous comprenez bien pourquoi il y a cette hypoxie en postnatal. Tout ceci va être à l'origine d'un cercle vicieux. Donc l'hypoxie, l'hypercapnie va être à l'origine d'une hypertension artérielle pulmonaire, laquelle qui va être à l'origine d'un shunt droit-gauche, et le shunt droit-gauche va être à l'origine d'une hypoxie et une hypercapnie. Ce cercle vicieux est très important à considérer parce qu'il faut couper ce cercle vicieux pour réanimer l'enfant et le stabiliser et ainsi l'opérer dans les meilleures conditions. Avant, il était admis d'opérer ces patients le plus tôt possible. Mais maintenant, cette notion est réévaluée. On est sûr maintenant qu'il faut stabiliser ces enfants pour aboutir à un bon état général et pour opérer ces enfants. Maintenant, tout ce qui va découler de ces notions-là va être facile. Là, on va essayer de traiter la clinique de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique en prenant comme élément type la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique gauche. Le diagnostic peut se faire déjà à la période néonatale, plutôt anténatale. Déjà, on va avoir un hydramnios qui peut se voir dans un cas sur 2. Cet hydramnios est expliqué par la compression de l'œsophage. Donc la circulation du liquide amniotique ne se fera pas de façon normale et cette compression va engendrer un hydramnios. Le diagnostic peut se faire bien sûr par l'écho anténatal, par la visualisation d'images digestives dans le thorax.
Sur le plan clinique, en postnatal, il faut différencier deux tableaux de pronostics différents. Un tableau d'installation précoce, avec une détresse respiratoire qui est précoce et qui signe une dysplasie très importante et donc un mauvais pronostic. Et puis, il y a un tableau d'installation tardif qui est là de très bons pronostics. Alors, en voyant cette image d'une hernie congénitale de la coupole diaphragmatique gauche, vous pouvez imaginer les signes cliniques qu'on va avoir. Donc là, vous voyez les anses intestinales qui vont comprimer les gros vaisseaux, le cœur, le poumon homolatéral et le contralatéral, une certaine raréfaction des anses intestinales digestives. Donc, cliniquement, à part la détresse respiratoire qu'on va voir, la cyanose, on va avoir un abdomen qui est plat, un hémithorax gauche qui est distendu avec une abolition du murmure vésiculaire, parfois même des bruits hydroaériques qu'on peut entendre à l'auscultation et avec un refoulement du cœur du côté contralatéral, donc dans ce cas de figure du côté droit. Maintenant, pour le tableau tardif, quand on parle de tableau tardif, c'est-à-dire un tableau qui va s'installer quelques jours ou quelques mois, il n'y a pas de dysplasie pulmonaire très importante, donc c'est un tableau de bon pronostic. Là, on aura plutôt des signes respiratoires à type de petite dyspnée, de toux, de bronchopneumopathie à répétition. On va avoir des signes digestifs à type d'occlusion parfois. Et cette occlusion peut être originaire d'une compression ou d'un étranglement au niveau de l'orifice hernière ou bien d'une anomalie de rotation ou d'accolement. Maintenant, comment confirmer le diagnostic de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique? En fait, cette confirmation est simple. La confirmation diagnostique de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique se fait par une radio, une simple radio thoraco-abdominale, face et profil. Et j'insiste sur cette notion-là. Donc radio thoraco-abdominale, face et profil, qui va montrer des clartés digestives dans l'hémithorax gauche, un refoulement du médiastin vers le côté contralatéral et au niveau abdominal, on aura une rareté des gaz intestinaux. Donc là, vous voyez dans cet exemple-là, la rareté des gaz intestinaux, la présence de clarté digestive au niveau de l'hémithorax gauche, et puis là, il y a une déviation du médiastin, là vous voyez le cœur, et il y a aussi une déviation du poumon homolatéral, mais aussi du poumon contralatéral. Le cliché de profil va nous aider à voir la projection de ces anses intestinales primitives et de confirmer entre autres la projection postérieure de ces anses intestinales primitives, Là, vous voyez d'autres exemples de hernie congénitale de la coupole diaphragmatique. Là, c'est un exemple intéressant parce qu'il y a cette radio qui a été faite avec une sonde gastrique en place et vous voyez là la déviation de l'œsophage que va exercer la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique. Là aussi, c'est le même cas de figure. Donc, vous voyez d'autres exemples de hernie congénitale de la coupole diaphragmatique. Là, probablement une hernie congénitale de la coupole diaphragmatique qui contient aussi l'estomac. Là, ce sont aussi d'autres exemples de hernie congénitale de la coupole diaphragmatique qui paraissent moins importantes que les exemples qu'on a déjà vus auparavant. Alors, en ce qui concerne les autres examens qui peuvent être nécessaires, certains évoquent l'opacification digestive, mais là, il faut dire que c'est contre-indiqué en cas d'urgence, surtout c'est des patients qui ont détresse respiratoire. Elle est seulement indiquée chez les nourrissons et les enfants en cas de radio de thorax thoraco-abdominal simple qui est douteuse. Maintenant, qu'en est-il des autres formes cliniques? Donc, je vous rappelle qu'on a traité là les hernies congénitales de la coupole diaphragmatique qui sont situées à gauche. Maintenant, on peut avoir bien sûr une hernie congénitale de la coupole diaphragmatique droite qui est rare, qui se voit à peu près dans 10% des cas. Cette hernie va contenir le foie et parfois l'intestin de façon inconstante. Et là aussi, le diagnostic repose sur la radio thoraco-abdominale qui va montrer dans ce cas de figure une opacité au niveau de l'hémithorax droit, parfois quelques clartés intestinales avec un médiastin qui est refoulé cette fois-ci vers la gauche.
Et donc là, vous voyez un exemple de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique à droite. C'est très important déjà de voir que l'opacité hépatique n'est pas en place. Là, elle est remplacée par quelques clartés digestives. Et vous voyez aussi la présence de cette grosse clarté qui est en fait le foie, qui va refouler le poumon homolatéral, mais aussi le poumon contralatéral, qui va refouler aussi les éléments du médiastin. Là, vous voyez la sonde gastrique au niveau oesophage qui est déviée du côté contralatéral, avec aussi une rareté au niveau des clartés digestives. Là, vous voyez aussi d'autres exemples de hernie congénitale de la coupole diaphragmatique à droite. D'autres formes cliniques existent, telles que l'éventration diaphragmatique. Là, on va avoir une hypoplasie musculaire, plus ou moins de la coupole. Les manifestations vont être encore plus tardives, c'est quelques mois, voire quelques années après la naissance. Ça se manifeste par des bronchopneumopathies à répétition, une dyspnée d'effort. Là aussi, la radio thoraco-abdominale va montrer une surélévation d'une coupole. Et là, le diagnostic différentiel pourra se poser avec une paralysie diaphragmatique. Donc parfois, on va indiquer quelques clichés dynamiques pour voir si c'est une paralysie diaphragmatique ou une éventration diaphragmatique. Donc là, vous voyez un exemple d'une éventration diaphragmatique. Vous voyez la coupole qui est surélevée avec les anses intestinales qui sont au niveau de la cavité thoracique et vous voyez la projection postérieure de ces anses intestinales qui signent un défect postérolatéral. Le diagnostic différentiel, donc, comme on a déjà dit au tout début du cours, peut se poser avec une hernie rétrocosto-xiphoïdienne qui est rare. C'est une pathologie qui peut se voir à tout âge, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. La découverte peut se faire de façon fortuite ou devant des signes respiratoires ou digestifs. La radiothorax va montrer des images qui sont claires, rétrosternales, donc la projection est différente. C'est une projection qui est plutôt antérieure et non pas postérieure. Le lavement baryté peut aider au diagnostic en montrant une hernie du côlon. Souvent, c'est le transverse qui est incriminé. Le traitement, il est chirurgical. Et le pronostic est le plus souvent excellent. Vous voyez là certains exemples de hernie rétrocosto-xiphoïdienne. Donc là, vous voyez des anses digestives, des clartés digestives qui se projettent au niveau du thorax. Et là, le cliché de profil est très important. Vous voyez la projection antérieure de ces anses intestinales qui signent donc une hernie rétrocosto-xiphoïdienne. Là, on peut faire un lavement baryté. Et vous voyez dans le lavement baryté, ce sont des anses coliques, c'est le côlon transverse qui est incriminé au niveau de cette hernie congénitale de la coupole diaphragmatique. Un autre diagnostic différentiel qui peut se poser avec les hernies congénitales de la coupole diaphragmatique, c'est la grande hernie hiatale. Et là aussi, la radiothorax va montrer des clartés postérieures, mais c'est le TOGD qui va avoir toute son importance en montrant une hernie hiatale. Donc, vous voyez là aussi la présence de clarté digestive au niveau du thorax et vous voyez que la projection là, elle est postérieure. Donc, comment faire la part entre une hernie de Bosch-Dalek ou une hernie hiatale? Là, c'est le TOGD qui va nous aider à faire le diagnostic et vous voyez là la présence d'une hernie hiatale avec passage d'une portion de l'estomac au niveau de la cavité thoracique. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge de la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique? Il faut savoir que cette prise en charge est subdivisée en prise en charge anténatale et en prise en charge postnatale. La hernie congénitale de la coupole diaphragmatique a vraiment bénéficié des progrès de la prise en charge anténatale, notamment déjà du diagnostic anténatal qui est très important pour planifier la prise en charge de ces enfants. Mais aussi, il y a certains gestes qui ont été préconisés, tels que la chirurgie in utero. Mais là, on ouvre une petite parenthèse, cette chirurgie in utero est vraiment une chirurgie très lourde. Elle n'est préconisée que pour les cas extrêmes. Et il faut savoir qu'elle est greffée d'une très grosse morbidité. Ça consiste à opérer le bébé, ou disons le fœtus, à réintégrer ses anses intestinales primitives, fermer ses anses intestinales, à fermer ce défect et après à réintégrer ce bébé au niveau de la cavité amniotique, au niveau de l'utérus. Donc vous imaginez que c'est un traitement très très lourd et je peux vous dire qu'il est presque abandonné. Il y a aussi une autre option qui est séduisante, c'est l'occlusion trachéale. Ça se fait par fétoscopie, ça consiste à introduire une sorte de ballonnet au niveau de la trachée pour avoir une occlusion trachéale.
dans le but d'avoir une certaine expansion des alvéoles et une meilleure progression ou un meilleur développement pulmonaire. Mais là aussi, c'est très important d'enlever ce ballonnet avant la naissance. Sinon, on va avoir des conséquences qui sont très graves. Et là aussi, il y a une certaine morbidité de ces patients et c'est un traitement qui est préconisé que pour des cas extrêmes aussi. Peut-être la meilleure chose qui se fait dans la prise en charge anténatale, c'est le transfert in utero. En fait, le diagnostic anténatal nous permet de planifier la prise en charge, de planifier le transfert de ces enfants-là dans une maternité tertiaire où il y a à côté un service de chirurgie pédiatrique, où il y a un bon service de néonat et c'est peut-être là la meilleure chose à faire pour la prise en charge anténatale, c'est de planifier la prise en charge postnatale et de faire ce transfert in utero qui est le meilleur transfert possible pour les bébés. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge postnatale? Alors, la conduite à tenir doit être faite en urgence, notamment s'il y a une détresse. Et la prise en charge de ces enfants commence déjà par nos amis néonatologistes. Il faut déjà commencer à oxygéner ces enfants. Mais attention, l'oxygénation au masque est contre-indiquée. Et c'est logique, parce que lorsque vous allez faire une oxygénation au masque, il y aura des fuites d'air qui vont aller au niveau des anses intestinales, qui vont, disons, augmenter de volume et qui vont encore comprimer encore plus le poumon. Donc l'oxygénation au masque est contre-indiquée dans les hernies congénitales de la coupole diaphragmatique. Il serait préférable, en cas de nécessité, d'intuber ces enfants et non pas de faire une oxygénation au masque. La mise du sonde nasogastrique est aussi importante parce qu'elle va permettre une certaine décongestion de ces anses intestinales et d'ainsi diminuer la compression au niveau du poumon homolatéral, contralatéral et au niveau des éléments nobles tels que les gros vaisseaux et le cœur. Aussi, la prise en charge du nouveau-né qui a une hernie congénitale de la coupole diaphragmatique obéit aux mêmes règles que la prise en charge de n'importe quel nouveau-né, c'est-à-dire lutter contre l'hypothermie, lutter contre l'acidose et puis assurer le transfert en chirurgie pédiatrique si par hasard le transfert en in utero n'avait pas été préconisé. Maintenant, on va passer à la chirurgie. Cette chirurgie ne se conçoit qu'après stabilisation, c'est très important de ces nouveau-nés, et cette stabilisation passe par le cercle vicieux qu'on doit rompre. Et là aussi, c'est une notion très importante. Stabilisation des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Et pour ce qui concerne la chirurgie, ça consiste à la réduction du contenu hernière, la réparation du diaphragme et aussi si on peut traiter ces anomalies d'accolement ou de rotation. La voie d'abord est discutée, certaines préfèrent une thoracotomie, d'autres une laparotomie et d'autres qui préfèrent une thoracoscopie ou bien une laparoscopie. Il y a des choix qui diffèrent selon les équipes. Le résultat dépend essentiellement de la dysplasie pulmonaire et cette dysplasie pulmonaire est en fait su selon la précocité de l'installation de la détresse respiratoire. Si la détresse respiratoire commence dès la naissance ou quelques heures après la naissance, là on aura à peu près une mortalité de 50%. Mais en cas de tableau tardif, là la survie sera à peu près de 100%. Il y a certains éléments de mauvais pronostic qu'on peut essayer de rechercher, tels que l'existence d'hydramnios. Là, on aura une survie à peu près de 18%, tels que le diagnostic anténatal avant 25 semaines, tels que l'existence de l'estomac dans le thorax, l'aplasie de la coupole diaphragmatique, l'existence d'un pneumothorax contralatéral, la détresse respiratoire lors des premières minutes de vie. Là aussi, c'est l'élément pronostic le plus important. Et puis, l'absence de la réponse à la réanimation. En conclusion, la hernie congénitale de la coupole diaphragmatique siège souvent à gauche. C'est une cause fréquente de détresse respiratoire néonatale. La confirmation diagnostique repose sur une simple radiographie thoraco-abdominale face et profil. Le pronostic dépend de la dysplasie et de la détresse
qui est précoce, de la précocité de la détresse respiratoire. Là, on aura à peu près un décès de 50% malgré les progrès de la réanimation. Je vous remercie pour votre attention.